Acupuncture sans frontières, voilà notre logo chéri. 22 ans d'expérience, donc quand même en 22 ans, sachant qu'on fait en moyenne une quinzaine de missions par an. Ça fait beaucoup de monde, beaucoup d'élèves, beaucoup de praticiens formés et beaucoup de patients qui ont enfin accès aux soins. Comment faisons-nous? On fait d'abord une mission exploratoire pour étudier la faisabilité de la mission, c'est-à-dire qu'on envoie un praticien, un volontaire, une mission, on est tous bénévoles. Il n'y a aucun salarié à Acupuncture sans frontières. Donc le moindre denier que vous donnez part sur la mission. J'insiste un peu peut-être, mais non. Donc on envoie quelqu'un en mission exploratoire qui va étudier la faisabilité, les pathologies que vous rencontrez, les élèves motivés. Alors souvent on est accueillis dans des centres de soins avec les autorités du pays aussi, et on recense donc le nombre de personnes qui se sont intéressées pour suivre la formation complète, pas seulement la première session, mais qui s'engagent à suivre la formation complète. Donc, et la logistique pour nos volontaires, savoir où ils vont être logés, comment. On fait ensuite, quand c'est validé par notre réunion annuelle, on organise les formations, des sessions de formation théorique bien sûr, et pratique. Ces sessions durent entre 8 jours et 3 semaines selon la disponibilité et les décisions de chaque centre ASF agréé, qui est le responsable de ces missions. Et on fournit un matériel d'acupuncture stérilisable, donc qui peut être utilisé dans la durée, surtout que dans les dispensaires classiquement locaux, il y a déjà ou des seringues à usage multiple, des aiguilles à usage multiple, des pinces pour la petite chirurgie, donc c'est pas un problème de stériliser, même si c'est en faisant bouillir. Il faut quand même renouveler si possible les aiguilles, parce qu'à force de quelques ébullitions, elles sont un petit peu plus sensibles à la pénétration. Ensuite, on assure le suivi de formation. Voilà, c'est tout. Et on se retire. Quand je dis on se retire progressivement et on garde un lien. Mais le but, c'est de venir, n'apporte quelque chose qui peut être complémentaire à ce qui se fait sur place, il met toutes les médecines locales, que ce soit médecine occidentale ou tradimédecine, et on se retire. Qui part faire des missions? Eh bien, messieurs, dames, vous êtes conviés à vous inscrire si vous le voulez, à condition d'avoir un minimum d'expérience. On en parlait hier soir. Pas question d'envoyer des élèves, c'est peut-être dommage, mais ça, il n'y a pas une semaine sans qu'on ait un coup de téléphone ou d'école ou d'élèves qui demandent à compléter leur formation pratique en partant, c'est généreux aussi, mais là, on fait des formations de base, c'est pas une formation professionnelle, on ne donne pas un diplôme de praticien de médecine traditionnelle chinoise, on donne un certificat de formation d'acupuncture sans frontières, selon le programme d'acupuncture sans frontières, qui est un programme de base, mais suffisamment efficace pour qu'il assure, tout pays confondu depuis 22 ans, les mêmes statistiques, 60% des soins faits dans les dispensaires de brousse sont maintenant assurés efficacement avec l'acupuncture de ASF, telle qu'on l'enseigne. On écarte les pansements, les petites chirurgies dans ces dispensaires uniquement dans les consultations. Donc on envoie des gens qui ont au minimum 3 ans d'expérience, puisqu'il faut être aussi capable de transmettre vite l'essentiel, ce qui n'est pas forcément facile pour un étudiant, et pas question d'aller se faire la main sur les gens qui ont besoin de qualité aussi d'emblée, je suis désolé, mais c'est important. Qui reçoit la formation? Alors ce sont les soignants locaux, sages-femmes, médecins, infirmiers, infirmières, accoucheuses, chirurgien dentiste, chirurgien, chirurgie digestive et générale comme à Madagascar, chirurgien dentiste est arrivé aussi. Bref, des gens qui sont déjà au service de la santé publique, mais qui sont limités dans leurs moyens, parce que s'il y a des médicaments, quand il y en a, et qui ne sont pas périmés, et qu'il y a des gens qui viennent démunis sans argent, pas d'argent, pas de médicaments, pas de gras, pas de chocolat, c'est bien connu. Alors, l'intérêt de l'acupuncture humanitaire, rapidement, on l'a signalé hier, M. Pédicien en a parlé aussi, l'action est bien sûr curative, on l'a dit, pour 60% des cas, mais ce qui est intéressant, c'est que pour une fois, dans le cadre de l'action humanitaire, on peut aussi avoir une action préventive. Ça, c'est assez rare, j'insiste un peu, parce que en médecine moderne, on va dire, aux effets drastiques, la prévention, à part les campagnes de vaccination, et voilà, avec leurs limites et leurs dégâts collatéraux, il n'y a pas grand-chose au niveau préventif. Un peu d'éducation sanitaire, il ne faut pas exagérer quand même, ça existe. Mais l'action même thérapeutique préventive,
est assez rare. Alors que là, je peux vous dire que dans des endroits aussi reculés que les contreforts de l'Himalaya, par exemple, quand on disait aux gens il faut revenir, même si ça va bien, pour qu'on puisse renforcer ce fameux yang du Rhin qui est trop déficient, eh bien les gens revenaient évidemment. Et on peut donc avoir une belle action préventive, y compris sur le territoire de l'action humanitaire. Les actions économiques, finalement, on a la chance d'avoir comme sponsor officiel Marco Polo qui nous donne les aiguilles pour toutes nos missions. Donc une fois qu'on a les aiguilles, les bouquins on les a tous, les supports on les travaille, on est tous bénévoles, on n'a pas de locaux, on n'a pas de salariés, donc finalement c'est le billet d'avion. Trop cher, on n'a pas de sous. J'insiste. Mais quand même, on arrive à les faire ces missions. L'autonomie, on l'a dit, évidemment, si vous avez 60% de soins possibles avec l'acupuncture, les précieux médicaments, les précieux antituberculeux, les précieux, même antalgiques, pour des douleurs qui vont résister à l'acupuncture qu'on enseigne, eh bien, on va les utiliser pour ces gens-là, qui auront résisté à l'acupuncture. On soigne 2 fois plus de personnes. Ben, là, c'est énorme. Le suivi facilité, ça paraît curieux, mais en médecine classique, dans les dispensaires humanitaires de brousse, les gens viennent, qu'est-ce qui se passe? J'ai mal à la gorge, ça fait 3 jours, j'ai de la fièvre, voilà. Pendant 8 jours, on a ça, et puis c'est bon. Suivant. Alors bien sûr, on essaie de passer le message, attention, ça va mieux, il faut quand même les prendre pendant 8 jours, etc. Mais c'est la médecine occidentale, c'est magique. Ça guérit la maladie, ça repousse la mort, donc on va garder ça précieusement, on va pouvoir le donner pour quelqu'un d'autre qui est malade sans faire le discernement toujours de l'indication. Donc on ne contrôle pas toujours ce qui est fait de ces médicaments, avec tous les dangers que ça comporte. On ne suit pas la personne qu'on a traitée parce qu'elle ne revient pas, alors qu'en acupuncture, vous êtes obligé de revoir les gens 2, 3 fois, peut-être plus, mais en tout cas, c'est souvent 3 fois. Et donc, vous constatez vous-même l'évolution. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça ne marche pas? Est-ce qu'il faut corriger le tir? Mais vous reconsidérez les gens, vous assurez le suivi, donc vous ne prenez pas de risque. Et les gens reviennent. Les gens, 50 km dans les contreforts de l'Himalaya, les gens revenaient 8 jours après. Puis 5 à pied, évidemment. C'est assez... Le suivi facilité, la moindre iatrogénicité, bien sûr, pas d'effet iatrogène, pas d'autotraitement, les fameux médicaments qui circulent, on ne sait pas ce qu'ils deviennent, donc il n'y a pas ces dangers-là avec l'acupuncture. Un point que je trouve essentiel, puisqu'on parle d'altérité de l'autre, la revalorisation individuelle. Les gens qui sont dans la précarité, souvent, toujours, mais souvent, y compris chez nous, précarité, il y en a aussi dans de beaux pays riches, souvent c'est des gens transparents, on ne les voit pas. Et là, quand vous prenez en charge un patient en médecine traditionnelle chinoise, vous êtes obligé d'abord de le regarder, asseyons-nous, qu'est-ce qui se passe, de le palper, de le toucher, des gens qui sont sales, pauvres, et de les regarder, de les observer, et de faire le traitement. En plus, c'est pas seulement un papier pour la pharmacie ou un cachet qu'on donne. On y va, on se déshabille, on touche, on fait le soin. Ça paraît habituel, c'est tellement notre quotidien. Mais quand on est dans ce désarroi-là, je vous assure que c'est puissant. Vous considérez, vous revalorisez la personne. Rien que ça, je suis sûr que ça participe aux 60%, c'est évident. Mission peu onéreuse, on l'a dit, billet d'avion, trop cher. Dignité préservée, c'est ce qu'on vient de dire.